Bonjour à tous. Vous ne rêvez pas. C'est bien un passage très particulier du roman La peau de chagrin auquel nous allons aujourd'hui nous atteler, un passage emblématique puisqu'il confronte cette étrange et mystérieuse peau de chagrin au verdict de la science et surtout de ces deux scientifiques, Japheth et Planchette. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ce truc justement, ou plutôt cette confrontation entre le monde réel et le monde invisible, c'est ce que l'on peut appeler le réalisme fantastique. Et le réalisme fantastique, c'est quoi? Non. Donc voilà. Eh bien, le réalisme fantastique, c'est proposer d'écrire un ou des faits inexpliqués ou surnaturels de manière réaliste, plausible et véritable, afin de mieux re-questionner le monde qui nous entoure dans ses mystères et toutes ses zones d'ombre. D'accord. Dites-vous donc bien que vous avez affaire à un roman spécial à la croisée de deux visions du monde qu'on a souvent tendance à opposer. La réalité tangible du monde qui est le nôtre face à la magie de ce même monde que chaque personne n'est pas forcément prête à voir. Et c'est précisément ce mélange qui rend ce roman unique et passionnant. Vous pouvez Jean-Pierre? répéter la question? Oui, non. Donc, ne vous inquiétez pas, si tout n'est pas encore très clair, cela va vite de le devenir, car avec une si belle entrée en matière, vous devez très certainement vous dire, oui, d'accord, mais je fais quoi, moi, comme introduction, avec un texte pareil? Figure-toi que c'est pile ce que j'étais pile en train de me dire. Pas de panique. Sachez de toute façon que pour n'importe quel texte, une bonne introduction d'une explication linéaire, c'est une accroche, un passage, un extrait représentatif issu du texte, une contextualisation, à quel moment de l'histoire cet extrait a-t-il eu lieu dans le livre, quand est-ce qu'il a été publié, à quel mouvement littéraire peut-il éventuellement appartenir, excusez-moi, et enfin un découpage, comme les grands axes du texte regroupés autour de plusieurs lignes et d'une idée commune. Est-ce que c'est ok? Est-ce que vous êtes prêts? Et je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. C'est compris? Oui? Alors c'est parti pour une introduction type d'une explication linéaire, en l'occurrence ici le fameux passage où les deux scientifiques, Japheth et Planchette, analysent la fameuse peau de chagrin. Pour expliciter mon propos, je vous mettrai un petit bandeau visuel intercalé entre chaque étape à suivre. On y va. 1, 2, 3, partez. La science, impuissante. Les acides, au clair. La potasse rouge, déshonorée. La pile voltaïque à la foudre, de Bilboquet. C'est dans ces termes que le narrateur semble confirmer l'impuissance de la science à expliquer l'inexplicable. Que cherche-t-il donc à nous montrer dans cet extrait? Que la raison, fût-elle scientifique, ne suffit pas elle seule pour comprendre le monde? Que le monde ne se limite pas aux réalités tangibles et concrètes qui nous entourent? Ou bien, loin de critiquer la science en elle-même, le narrateur, et derrière lui Balzac, ne critiquerait-il pas les scientifiques eux-mêmes, incapables d'admettre un miracle dépassant le cadre de la raison? À moins qu'il ne critique plus ouvertement Raphaël, possédé par cette peau qui dépasse son entendement. Ce roman, paru en 1831, viendra largement confirmer le succès de Balzac en tant que romancier, empruntant ce que les spécialistes appelleront plus tard le réalisme fantastique. Aurait-on donc affaire à une histoire nous faisant réfléchir sur le désir et la passion? Balzac lui-même définissait son œuvre comme une fantaisie presque orientale où la vie elle-même est prise avec le désir, principe de toute passion. Pour une meilleure fluidité dans mon explication, je découperai le texte en deux axes. De la ligne 1 à 9, nous verrons un texte à la croisée des registres, et de la ligne 9 à 25, nous verrons une réflexion critique sur la science et plus largement les scientifiques. Pour une parfaite sérénité dans l'écoute de cette vidéo, sachez que vous pourrez également cliquer sur le lien en présentation pour obtenir le texte en format Word, accompagné de la présente analyse. Je trouve que t'es un mec super. Enfin, n'exagérons rien, maintenant il vous reste l'explication linéaire à faire. Alors, après avoir lu le texte, concrètement, on fait quoi? Bonne question, merci de l'avoir posée. Eh bien, on n'oublie pas d'appliquer la méthode. Et la méthode, c'est quoi? C'est à chaque phrase ou chaque ligne, je trouve, une impression, un procédé, un champ lexical, un registre, une figure de style, un exemple et une argumentation, à savoir un raisonnement un peu développé à partir de vos intuitions et premières analyses. C'est compris? Oui? Mais j'ai bien compris, là, j'ai bien compris. Alors, c'est parti pour une explication linéaire en reprenant ce quatuor gagnant. Idée, impression, procédé, exemple, argumentation. Go! Dès les premières lignes, il me semble avoir affaire à un texte riche et dense à la croisée des registres. Dans les lignes 1 et 2, je repère effectivement une antithèse. Cette antithèse, visible dans l'expression tout à la fois triste et goguenard, montre d'emblée la dualité du personnage. Dans le passage qui suit,
Je constate aussi un champ lexical antithétique entre les sciences, visible dans les termes le savant, décharge d'électricité, l'action de la pile voltaïque, les foudres de sa science, le résultat de dernière expérience, quantité raisonnable de chlorure d'azote, mais aussi de la spiritualité, visible à travers des termes comme talisman, par exemple. Alors, le brassage entre ces deux thématiques va créer, selon moi, le début d'un registre fantastique. Ce registre fantastique, d'ailleurs, va lui-même se confronter à un autre registre dans la dernière ligne, le registre tragique, très largement repérable, pardon, dans la phrase « Je suis perdu », s'écrit Raphaël, « Dieu est là, je vais mourir ». Pourquoi un tel brassage? Pourquoi? Mon hypothèse est la suivante. En adoptant ce réalisme fantastique, l'auteur interroge, questionne le quotidien, la réalité de ses personnages et peut ainsi mieux réfléchir et nous faire réfléchir sur la place accordée à la science et à la spiritualité imprégnant son époque. Est-ce que le premier grand axe a bien été clair? Oui. Pour les prochains axes, je vous laisserai cette fois-ci voir par vous-même les différentes étapes du quatuor impression, procédé, exemple, argumentation. À force d'entraînement, elles vous apparaîtront tellement facilement qu'elles finiront par devenir des évidences. Alors, on y retourne. Deuxième axe. 1, 2, 3, partez. Dans les lignes 9, 10, 11, impossible de ne pas voir une dimension argumentative dans cet extrait en analysant la réaction des scientifiques. Face au défi scientifique que lance la peau de chagrin, Jaffet et Planchette préfèrent effectivement le silence par peur des moqueries. Il ne s'agirait donc plus, pour ce type de science défendu par Jaffet et Planchette, d'analyser objectivement le réel, mais plutôt de décrédibiliser ce dernier sous prétexte qu'il semble magique ou bien hors du cadre de leur vieux protocole complètement dépassé. C'est nul! Les limites de cette science, du reste, me semblent mises en lumière par l'énumération et le parallélisme des phrases non verbales suivantes. La science impuissante, les acides au clair, le potasse rouge déshonoré, la pile voltaïque et la foudre de Bilboquet. Les deux comparaisons, comme des chrétiens sortant de leur tombe sans trouver un dieu dans le ciel, et fendus comme une mouillette, plutôt péjorative, achèvent définitivement cette impression. Mais alors, que critiquons vraiment le narrateur dans ce type de science? Bonne question. Bonne question. Bonne question. Dans l'extrait « Je crois au diable », dit le baron Jaffet, « et moi à Dieu », répondit Planchette, l'antithèse et la structure en chiasme des réparties montrent toutes les contradictions des deux scientifiques. De façon implicite, il serait donc tout à fait possible de voir de la part du narrateur un reproche de ces gens critiquant le refus du magique. Cette manière de décrédibiliser ainsi tout ce qui est irrationnel se retrouve dans les deux métaphores péjoratives évoquant l'univers. Pour un mécanicien, l'univers est une machine qui veut un ouvrier. Pour la chimie, c'est œuvre d'un démon qui va décomposant tout, le monde est un gaz doué de mouvement. Dans les deux cas, l'univers est réifié, chosifié. L'univers est une machine, voire diabolisé, c'est œuvre d'un démon. Le religieux est ainsi mis au second plan, voire carrément supprimé. Va de retro, Satana! Va de retro! Petit regret, il s'agit sans nul doute ici, de la part de l'auteur, de critiquer celles et ceux qui, derrière une posture soi-disant scientifique, banalisent un miracle qui est pourtant juste sous leurs yeux, comme le confirme l'intrusion du narrateur dans la dernière ligne, avouant explicitement, cette fois-ci, ce qui vient réellement de se produire. Ils se prirent à rire, et dînèrent en gens qui ne voyaient plus qu'un phénomène dans un miracle. Vraiment très très impressionnant. Voilà, à partir de là, la dernière chose qui nous reste maintenant, c'est la conclusion. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Alors une bonne conclusion dans une explication linéaire, c'est quoi? C'est assez simple, une bonne conclusion, c'est une reprise générale des grands thèmes dominants soulevés dans le texte, ici le mélange des registres et la critique de la science, mais aussi et surtout des scientifiques dans leur impuissance à comprendre le monde, et une ouverture. Et une ouverture, c'est quoi? Une ouverture, c'est ou bien lien avec un autre livre, un autre texte, une autre œuvre artistique, cinéma, peinture, sculpture, tout type d'art en général, ou bien une reproblématisation, c'est-à-dire une reformulation des grandes questions que soulève cet extrait, ou bien encore les deux. C'est compliqué, mais c'est compliqué! Vous croyez pas qu'on a autre chose à foutre? Non, mais attendez, pas de panique, hein, ça a l'air technique comme ça, mais c'est assez facile. Alors comme je suis sympa, je vous donne un exemple de conclusion en vous mettant tout dedans. Une reprise générale des grands thèmes dominants, et des liens avec d'autres œuvres, en l'occurrence ici, Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Si c'est bon pour vous, alors c'est parti pour une conclusion type telle que pourra dire le jour de l'épreuve. Go! Pour conclure, nous avons donc vu que ce texte, à la croisée des registres, tragiques et fantastiques, était surtout prétexte à mieux nous faire réfléchir sur les pouvoirs et les limites de la raison, ici incarnés par les deux scientifiques Jaffet et Planchette. Entre réalisme et fantastique, Balzac repousse encore plus loin les frontières entre le merveilleux qu'incarne cette peau de chagrin et le réalisme dans la description haute en couleurs qu'il donne de ses personnages.
Cette manière d'appréhender le réalisme pourrait se comparer à celle de Gustave Flaubert, autre théoricien du réalisme. Mais là où Balzac sonde les tréfonds de la psyché humaine en utilisant une sorte de réalisme fantastique, l'auteur de Madame Bovary, lui, critique ses passions par un réalisme ironique en se moquant des ambitions démesurées et ridicules de ses personnages. On peut dès lors se demander la réelle place qu'il faudrait accorder à ses désirs pour retrouver une certaine sérénité. Si, comme le dit le narrateur, je cite, « le bonheur engloutit nos forces comme le malheur éteint nos vertus », comment trouver un véritable équilibre entre ces deux sentiments? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a été faite avec les moyens du bord. Si elle vous a aidé, j'en suis très heureux. Et si vous avez une bonne note, n'oubliez pas en fin d'année de trinquer au moins un tout petit peu à ma santé. Salut. C'était vraiment très intéressant.